Hi, I'm Terrence Masson, and back in the 90s as a senior technical director at ILM, I flew the Millennium Falcon into Cloud City for Empire Strikes Back, and I fed Boba Fett to the Sarlacc in Return of the Jedi. You're watching CGM Star Wars Trilogy Special Edition. Vous pensiez que Tron était le premier film avec de l'image de synthèse? Que le morphing était apparu pour la première fois au cinéma avec Willow? Que Pixar ne faisait que des courts-métrages avant Toy Story? Que Disney était les premiers à intégrer de la synthèse dans leurs films d'animation? Que le premier animal virtuel provenait de Jurassic Park? Pauvre naïf. Bienvenue dans CGM, l'émission qui retrace pour vous les débuts de l'image de synthèse au cinéma. 1997. La trilogie Star Wars ressort dans les salles obscures, une trilogie remasterisée avec de nouvelles scènes, mais aussi de nouveaux effets spéciaux avec de l'image de synthèse, prélude visuel de la future prélogie qui débutera 2 ans plus tard en 1999. Mais avec cet épisode hors série de CGM, consacré à la création de l'édition spéciale de la trilogie Star Wars, vous allez voir que George Lucas aura hésité pendant bien longtemps avant de vraiment passer à l'imagerie numérique. Nous sommes alors en 1978, dans une galaxie dénommée Information International Inc., située dans l'état de Californie. Une année s'est déjà écoulée depuis que Star Wars a déferlé sur les écrans géants nord-américains. Virtuellement, personne n'a pu y échapper, notamment grâce à un merchandising pensé et réfléchi par un George Lucas extrêmement habile. Et parmi l'immensité des produits dérivés, un petit X-Wing à monter soi-même était alors proposé à la vente, un modèle réduit en plastique qui fera très vite l'objet d'une fascination de la part d'un homme, Art Durinsky. Designer de formation, celui-ci était en effet entré en 1976 chez une compagnie pionnière dans la création d'images assistées par ordinateur, Information International Inc. Et en 1976, dans le microcosme de l'image générée par ordinateur, Triple I, c'était ça. La tête de Peter Fonda scannée en 3D pour les besoins du film Future World. Sauf que, à la fin des années 70, vous allez le voir, scanner un objet en 3D, c'était loin d'être aussi simple qu'avec un Kinect. À l'époque, pour créer un modèle 3D sur ordinateur sans logiciel de modélisation, la seule façon était de rentrer des coordonnées X, Y, Z à la main, généralement à partir d'un schéma. Sauf qu'en 1978, pour obtenir les plans détaillés d'un X-Wing sans passer par Lucasfilm, c'était pour ainsi dire impossible. Bon, je vous préviens, votre cerveau va exploser. La raison pour laquelle Art Durinsky s'était procuré un modèle réduit de X-Wing, c'était en réalité pour en redessiner les plans selon les axes X, Y et Z, comme ça, juste en se basant sur ses propres observations. Le principe même du reverse engineering. Les plans tracés, Art Durinsky s'était ensuite attelé à numériser le modèle point par point à l'aide d'un système à 2 curseurs, le premier se chargeant des abscisses tandis que le second rentrait les ordonnées. C'était ensuite la somme des deux qui permettait alors d'obtenir la 3e dimension sur ordinateur. Un système créé par monsieur Doug McMillan, un mec génial qui sera notamment directeur technique sur des films comme En pleine tempête, en 2000. Rien que ça. Une fois le modèle 3D créé, il fallait bien sûr appliquer couleurs, textures et éclairage. Un travail de fourmi alors réalisé par monsieur Gary Demos, notamment par l'écriture spécifique de nouveaux logiciels, tout ça dans le but d'effectuer un rendu final du vaisseau, bon pour une impression photo qui allait ensuite être directement envoyée à Lucasfilm. Car oui, avec des machines à plusieurs centaines voire millions de dollars d'alors, la finalité de Triple I était quand même un chouïa commercial. Fort heureusement, George Lucas fut assez impressionné pour les recevoir tous les 3 en rendez-vous, mais il déclara alors que le vaisseau présenté ne ressemblait pas du tout à son vaisseau. En effet, le modèle 3D était tout simplement trop parfait. Gary Demos et Doug McMillan modifièrent alors leur logiciel de façon à rendre le modèle 3D plus sale, comme si celui-ci avait vraiment connu la guerre contre l'Empire et ses fameux TIE Fighters. Cela porta ses fruits puisque peu de temps après, en 1979, Triple I allait être engagé par Lucasfilm pour réaliser une séquence d'animation test. Néanmoins, la suite sera beaucoup moins réjouissante. En effet, à la fin des années 70, l'image de synthèse restait encore marginale au cinéma, n'apparaissant que sous forme extrêmement simpliste dans les quelques films qui avaient le budget nécessaire, comme The Black Hole de Disney. Et malheureusement, en cette année 1979, l'Empire contre-attaque avait déjà dépassé son budget de plus de 10 millions de dollars, ce qui obligea Lucas à ne pas continuer à investir dans une technologie alors aussi balbutiante. La séquence d'animation test restera donc une démo technique pour Triple I. Ses concepteurs, quant à eux, créeront Digital Productions au début des années 80 et continueront leurs expérimentations sur un petit film produit par Lorimar et Universal, The Last Starfighter, vu avec vous dans l'épisode 8 de CGM. Pour autant, George Lucas avait eu là un aperçu du futur, et il allait prendre son mal en patience jusqu'à ce qu'il juge que la technologie soit assez mature. Une maturité qui n'arrivera cependant que près de 15 ans plus tard avec l'inoubliable Jurassic Park. Bien
évidemment, l'image de synthèse aura entre-temps connu de grands bouleversements, notamment grâce à quelques films clés que sont Star Trek 2, Young Sherlock Holmes, Indiana Jones et la dernière croisade, Abyss ou encore Terminator 2, mais c'est véritablement avec Jurassic Park que les producteurs vont prendre une claque. Le film de Steven Spielberg rapportera en effet 914 millions de dollars au box-office mondial, devenant de facto le film au plus gros succès financier de tous les temps en dollars constants. Ouais, parce que si on passe en dollars ajustés, aujourd'hui encore, c'est toujours autant on emporte le vent et c'est 3,44 milliards de recettes. À côté, Avatar, c'est peanuts. 3,02 milliards en dollars ajustés. Du jour au lendemain, l'effet spécial qui était encore considéré par beaucoup comme, au mieux, une machine à faire du morphing, venait enfin de recevoir ses lettres de noblesse. Terminée l'animation en image par image stop motion, l'image de synthèse était devenue, grâce à Jurassic Park, le nouveau must hollywoodien en termes d'effets spéciaux. Une véritable révolution? En fait, pas vraiment. Non, parce que Jurassic Park, si on fait vraiment les comptes, l'image de synthèse, ça faisait à peine 4 minutes du long métrage de 2h07. Donc en fait, la magie opère surtout grâce aux gigantesques animatroniques, et bien sûr la mise en scène. Mais voilà, George Lucas était persuadé d'avoir enfin eu la preuve qu'il attendait depuis tant d'années pour pouvoir se remettre au boulot sur le premier Star Wars, un film qu'il avait toujours considéré comme inachevé malgré son immense succès en 1977. Il se confiait d'ailleurs, en 1985, sur quelques-uns des plans qu'il aurait aimé pouvoir reprendre. I created this great world, but I didn't have the fun of being able to run around in it. Now that I knew the world and I could see it, and it was a real thing, it brings up all kinds of ideas of things, and funny moments and adventures that you could have in that environment that you've created. And I never got to exploit that. And I always felt, in my first film, is that now if I went back and make another film in that environment, using those characters, I could make a hell of a better movie. And it would just be infinitely more exciting and interesting and fascinating. George Lucas chargea ainsi un petit groupe, au sein de sa compagnie d'effets spéciaux Industrial Light and Magic, de reprendre une scène coupée au montage du premier Star Wars, une scène qui aurait dû, si elle avait été intégrée au montage, montrer le personnage de Jabba le Hutt pour la première fois au spectateur 6 ans avant le retour du Jedi. Seulement voilà, aux yeux de Steve Williams, une légende dans le milieu, notamment responsable du T-Rex, du T-1000 ou encore du pseudopode d'Abyss. La scène présentait un certain nombre de challenges et pour cause, puisqu'elle mettait en scène un acteur de chair et de sang, l'Irlandais Declan Mulholland, dans le rôle de Jabba. Un acteur qui, déjà à l'époque, était censé se faire remplacer par une marionnette animée en stop motion. Et dire que c'est grâce au problème de budget que nous avons connu cette créature délicieusement immonde dans le retour du Jedi. Oui, mais voilà, ce design allait à son tour poser son petit lot de problèmes. Et oui, car contrairement à la limace à laquelle nous étions habitués depuis 1983, ce Jabba se devait désormais de donner la réplique à un Han Solo en train de marcher. Comment fallait-il donc faire pour rendre crédibles les déplacements d'une telle boule de graisse dans l'esprit du spectateur? Tout simplement en lui donnant la même gestuelle qu'une otarie. Oui, mais seulement. Il faut savoir que nous étions à l'époque encore en 1994 et que de nombreuses technologies d'animation n'étaient pas encore disponibles à ce moment-là. Ce Jabba virtuel avait donc été entièrement animé à la main selon un système d'images clés à l'opposé d'une capture de mouvement que l'on qualifierait aujourd'hui de classique tellement nous y avons été habitués avec le temps. Benedict Cumberbatch en train de prendre la pose exacte du dragon Smaug pour les besoins du Hobbit 2. Ah non, ce type de technique n'avait toujours pas été inventé au début des années 90. Autre problème, Harrison Ford. Quoi? Retourner la scène avec un visage rajeuni, rajouté sur un autre acteur? Mais vous délirez, mon pauvre vieux! La petite équipe avait dû en effet détourer l'acteur sur toute la séquence, image par image, afin de pouvoir correctement intégrer le nouveau Jabba en synthèse avec lui. Et comme si cela ne suffisait pas, il avait également fallu effacer numériquement l'acteur original de Jabba. Comment? En reprenant image par image des éléments du décor en fond pour les plaquer à sa place. Et quand c'était impossible de repiquer l'arrière-plan, pas grave, un retouchage à la palette graphique s'imposait le plus naturellement du monde. On continue? Non, parce que c'est pas encore fini, hein. Oh non! Comme je vous le disais plus tôt, le modèle 3D de Jabba devait être animé à la main. Eh bien, cela valait tout autant pour la synchronisation labiale de ses dialogues, qui nécessitait non seulement de bouger les lèvres de la créature, mais aussi sa langue, le tout sur un dialecte totalement inventé de toutes pièces, auparavant enregistré par un acteur professionnel. C'est toujours pas fini! Dans la scène originale, on pouvait voir Han Solo passer derrière l'acteur de Jabba avant de revenir face à lui par la droite. Sauf qu'avec la nouvelle version de ce dernier, il y avait tout simplement un gigantesque arrière-train sur le chemin. Le défi était donc de trouver un moyen de faire passer Harrison Ford de façon à ce que celui-ci ne traverse pas le modèle 3D à la manière de mauvais jeux vidéo aux collisions complètement foirées. Ce qui est à peu près le cas de tous les jeux vidéo actuels en fait. La solution retenue fut donc de faire comme si Harrison Ford marchait sur la queue de Jabba, le tout surplombé d'un petit gag visuel pour distraire l'audience. Ah oui, dit comme ça, c'est sûr.
ça a l'air vachement simple. Sauf que, pour faire en sorte qu'Harrison Ford ait la démarche attendue, il leur a fallu isoler les différentes parties du corps de l'acteur, tête, bras et jambes donc, de façon à les réanimer pendant cette rapide transition de seulement quelques malheureuses secondes. Le tout avec un bon gros motion blur pour essayer de cacher l'aspect saccadé. Ouais, j'ai bien dit essayer, parce qu'en pratique, cette scène rajoutée provoquera un sentiment de dégoût chez un grand nombre de spectateurs. Malgré un travail titanesque réparti sur quasiment une année complète, beaucoup de fans regretteront la marionnette originale du Retour du Jedi. Même George Lucas n'en sera jamais pleinement satisfait, puisqu'il fera tout simplement remplacer le modèle 3D dès les éditions DVD de 2004. Un modèle d'ailleurs repiqué directement de la menace fantôme, avec tout de même quelques ajustements, notamment sur les yeux, qui apparaissaient encore luisants, presque comme rétro-éclairés. On notera également la présence de Boba Fett, alors que celui-ci n'était pas dans la scène d'origine. Sous le masque iconique se trouvait cette fois le jeune Mark Austin, qui s'était fait remarquer au Skywalker Ranch après avoir revêtu un costume similaire pour les besoins d'événements promotionnels lors de l'annonce aux actionnaires de l'édition spéciale de Star Wars. Et Mark était un tel fan du personnage qu'il regrette encore aujourd'hui ne pas s'être rendu compte pendant le tournage que la tête de mort allait bien sur l'épaule gauche et non la droite. Mais Mark Austin, c'était avant tout un animateur qui venait tout juste de faire ses preuves en tant que caractère lead sur le film Casper, le tout premier film de l'histoire du cinéma à avoir un véritable personnage principal entièrement généré par ordinateur. De formation traditionnelle, Mark s'était fait repérer pour sa rapidité et ILM lui avait confié le poste de directeur de l'animation des créatures sur l'édition spéciale en lieu et place de deux autres animateurs prévus à l'origine pour le poste. Mais la scène de Jabba étant déjà bien avancée au moment de son arrivée en 1994, Mark ne fut pas amené à travailler dessus. Enfin, presque, puisque Steve Williams tentera un temps de lui refiler son projet, ce à quoi notre intéressé avait alors trouvé à répondre « No way, man !» car il avait déjà beaucoup à faire de son côté. George Lucas avait en effet décidé, entre-temps, de passer à la vitesse supérieure sur l'édition spéciale du premier Star Wars en commandant de nouveaux plans pour revamper le célèbre spatioport de Tatooine, Mos Eisley. Mark Austin se retrouva ainsi à gérer les animations d'une nouvelle flopée de créatures dont certaines étaient déjà présentes dans le film original, mais qui n'avaient jamais été vues en mouvement faute de budget. Ce fut ainsi l'occasion de définir, pour la première fois, comment les Dewbacks, chevauchés dans le désert par les Stormtroopers, étaient censés se déplacer. Et aussi les premières heures pour Mark avec l'un des superviseurs des effets spéciaux, Alex Seiden. Mark avait en effet étudié la gestuelle de plusieurs animaux, dont l'éléphant et la girafe, afin d'obtenir une idée de mouvement sur laquelle se baser pour les créatures de Star Wars. Seulement, ces animations devaient obligatoirement passer par la validation, et cela signifiait bien souvent qu'il fallait ajuster des points, voire changer complètement certaines routines d'animation. Et un conflit eut justement lieu sur l'animation du premier Dewback visible dans le film. À ce moment précis, on peut voir le grand reptile chevauché d'un Stormtrooper se mouvoir vers le côté droit de l'image, le tout avec un très bel exemple du système de jointure utilisé à l'époque pour créer de l'animation. Selon Mark Austin, cette animation faisait maladroite et ressemblait plus à la technique du stop motion qu'à de l'image de synthèse. Mais son avis ne fut alors pas pris en compte. Il ignora alors la chaîne de commandement pour aller directement parler avec Tom Kennedy, l'un des deux producteurs des effets visuels, et réussit à le convaincre de le laisser seul mettre à bord sur la finalité des problèmes d'animation, le tout en 3 arguments clés. 1. Que les plans seraient meilleurs. 2. Que ce serait plus rapide, et 3. Que ce serait moins cher. Du reste, concernant les créatures animales créées spécialement pour cette édition spéciale de 97, à savoir les Rontos et les petits Scurriers, il est intéressant de noter que c'était là des réutilisations de Jurassic Park. Et oui, le squelette 3D du Ronto était en fait le même que celui du Brachiosaure, tandis que celui du petit Scurrier venait en fait du Raptor. La brillante idée de George Lucas était ici de limiter les coûts en réutilisant des assets d'autres films. Chose plutôt ingénieuse puisqu'il suffisait seulement de remodeler l'extérieur de la créature, sa peau, pour en faire une toute nouvelle dans un autre film. On retrouvera d'ailleurs la même technique pour Jumanji, un autre film sur lequel Industrial Light and Magic travaillait pendant la création de l'édition spéciale de Star Wars. Mais passons à présent à quelque chose qui a mieux résisté aux affres du temps, les vaisseaux. Exit la démo technique de Triple I de 1979, dépasser les vaisseaux de The Last Starfighter. S'il y a bien une chose que les éditions spéciales ont vraiment améliorée sans choquer les spectateurs, c'est bien la bataille de Yavin, totalement redynamisée par de nouveaux plans en images de synthèse. Et le mieux, encore une fois, c'est de comparer. À gauche, l'édition originale du film de George Lucas, sorti en 1977, à droite, l'édition spéciale de 1997. Si la nostalgie peut l'emporter et biaiser le jugement de certaines personnes ici, il faut
faut tout de même se rendre à l'évidence, l'image de synthèse apporte une nouvelle dimension plus que rafraîchissante au combat avec une caméra virtuelle qui se place désormais directement au cœur de l'action, sublimant les dogfights. C'est d'ailleurs une intéressante combinaison d'anciens et de nouveaux plans que l'on retrouve ici, avec une action intensifiée, désormais bien plus nerveuse que dans le film de 1977. La remasterisation complète de la pellicule n'est d'ailleurs pas étrangère à cette impression de parfaite symbiose. En effet, si tous les plans truqués étaient à l'époque assemblés de façon optique, cela signifiait qu'il fallait superposer différentes pellicules pour obtenir un fond avec un vaisseau et une explosion en même temps. Et malheureusement, cela résultait bien souvent en une surabondance de grains dans l'image, à l'apparition de poussière ça et là, mais aussi de contours disgracieux liés au fond bleu, notamment sur les explosions. Et bien sûr, si jamais un élément ne s'intégrait pas bien à l'image, il fallait obligatoirement tout refaire. Oui, sinon c'est pas drôle. Heureusement, grâce au numérique, si l'un des éléments à compositer présentait le moindre bug une fois l'assemblage terminé, pas de souci, il suffisait juste de rendre la séquence à nouveau sur ordinateur jusqu'à ce que celle-ci soit virtuellement parfaite. Les joies du montage vidéo non linéaire, bordel! Mais revenons à nos modèles 3D. Pour ce qui est du Millennium Condor, et oui, en 2015, la VF de l'épisode 4 fait toujours mention de cette aberration de langage. Celui-ci était composé de pas moins de 185 000 polygones et avait été modelé non pas par ILM, mais bien par LucasArts. Ouais, LucasArts faisait déjà des modèles 3D de fou au début des années 90. Mais en même temps, LucasArts quoi. Sauf qu'aux yeux de Terrence Mason, un modeleur 3D, il était apparu que ce modèle avait quelque chose de bizarre. Bon, des impressions, on en a tous. On se dit qu'on a raison, certains vont aujourd'hui sur Wikipédia. Et puis, il y avait Terrence. Parce que oui, Terrence Mason s'était persuadé que le modèle 3D du Faucon Millennium n'avait pas les mêmes dimensions que dans les films originaux et avait même carrément réussi à accéder aux archives de Skywalker Ranch juste pour aller mesurer les plans originaux de 77. Rien que ça. Imagine the ending scene from Indiana Jones, except nothing was in crates. Everything is just out on shelves, on the floor, matte paintings leaned up against the wall, R2-D2s and X-Wing fighters at every scale everywhere, and the archivist brought out the roll and flattened out the blueprints, and I had to put on special gloves and took all the dimensions, brought them back. And indeed, I was correct. It was almost like someone modeled for non-square polys. It was off by about 10%. Fort heureusement, il restait encore assez de temps pour corriger les proportions de celui-ci pour l'édition spéciale de l'Empire contre-attaque. Ouais, par contre, pour Un Nouvel Espoir, c'était mort. Le film était considéré comme terminé à ce moment-là. Dans les quelques plans où il apparaît dans l'édition spéciale de l'épisode 4, le faucon numérique est donc plus compressé en hauteur que celui de l'épisode 5. Une anecdote certes assez difficile à montrer tant le modèle 3D sait se faire discret, mais qui reste assez représentatif de l'explosion de l'image de synthèse au cinéma dans les années 90. En parlant d'erreur, celle qui va suivre continue d'être visible encore aujourd'hui, et notamment sur la version Blu-ray de 2011. Pour rendre les couloirs de la Cité des Nuages de Bespin moins claustrophobiques que dans le film original d'Irvin Kershner, sorti en 1980, les équipes d'Industrial Light and Magic avaient rajouté des fenêtres donnant directement sur la ville. Mais pour ce faire, tous les acteurs avaient dû être détourés image par image sur les plans nécessaires. Non mais juste pour la fourrure de Chewbacca, chapeau quoi. Sauf que voilà, au moment où Lando livre ses amis rebelles à Darth Vader, on peut voir que le fond, où passait le groupe quelques secondes plus tôt, avec un bel ascenseur rajouté en fond, est redevenu couvert de plaques à motifs. C'est franchement dommage, et ça n'a jamais été corrigé en 18 ans de réédition. Tout comme cette fameuse tige qui pousse le AT-AT pour le faire tomber. Magnifique, n'est-ce pas? Néanmoins, la version Blu-ray de 2011 corrigera un petit défaut de longue date situé au tout début du film, à savoir le bras de l'accessoiriste visible au moment où Luke se fait attaquer par le Wampa sur Hoth. Jusque-là, les spectateurs avaient toujours pu voir qu'il s'agissait bel et bien d'un gant de fourrure. Et pour en revenir à la 3D, sachez qu'à l'exception du faucon numérique, toute l'image de synthèse n'avait pas été modélisée avec des polygones, mais à l'aide de courbes de NURBS, un algorithme permettant de tracer des courbes parfaitement lisses, évitant un effet indésirable et bien connu de la modélisation par polygone, la fameuse boule à facettes. Les NURBS sont d'ailleurs un dérivé des courbes de Bézier, un système inventé par un ingénieur français en 1962, monsieur Pierre Bézier. Ces quelques plans de l'Empire contre-attaque combinaient donc NURBS et polygones, le tout avec des textures de vaisseaux directement reprises de photos de modèles réels utilisées à l'époque pendant le tournage. Terrence Mason, qui animait également toute cette séquence, se souviendra d'ailleurs être resté pendant des semaines au bureau juste pour pouvoir la finir dans les temps. Et George Lucas lui demandera même de rajouter ce petit passage avec la voiture volante
violente, seulement 3 jours avant la ressortie du film, le 21 février 1997. Pas de pression, tout va bien. Terrence sera aussi de la partie pour le retour du Jedi et sera notamment responsable du plus gros de l'extension numérique du fameux Sarlacc, autrefois limité à un simple trou béant avec des dents et quelques tentacules, comme on peut le voir ici dans l'édition originale du film de Richard Marquand sorti en 1983. Pour l'édition spéciale, George voulait rendre sa créature plus octopode, avec un nouveau bec et quelques nouvelles tentacules. Quel taquin ça, George! Globalement, pas grand chose à dire sur ce modèle 3D, si ce n'est quelques détails sur les différentes mises à mort des malheureux qui lui sont offerts en pâture tout au long de la scène, et notamment ce cher Boba Fett. Boba Fett? Où ça? Dans l'original, après avoir reçu un coup sur son jetpack, Boba Fett se retrouvait écrasé contre la barge de Jabba avant de tomber en roulant dans le sable jusqu'à la gueule béante du Sarlacc. Une fin assez peu glorieuse pour un personnage qui avait été très prisé dans l'épisode précédent, l'Empire contre-attaque. L'épisode 2 a pas fait mieux avec son père, non plus. Et pour l'édition spéciale, George Lucas avait choisi de le montrer non plus tomber dans la gueule du Sarlacc, mais bien se faisant cueillir par son nouveau bec numérique. Mais s'il y a bien une scène qui a demandé du temps et beaucoup d'efforts de la part d'ILM sur cette édition spéciale du Retour du Jedi, c'est bien la nouvelle chanson Jedi Rocks. Originellement, il y avait Lapti Nek, un morceau funky qui s'intégrait parfaitement dans l'ambiance sombre et un peu crade du palais de Jabba, interprété par une marionnette à la fois contrôlée par-dessus et par en dessous pour donner l'illusion du mouvement. Les limitations étaient assez faciles à discerner, avec notamment une animation de la bouche assez basique, ainsi que des paupières statiques, mais le nombre de plans était globalement assez faible puisqu'il tenait sur les doigts d'une seule main. Sauf que bon, George Lucas cherchait à rendre la scène plus amusante, une pause lyrique plus appuyée dans ce palais bien sombre, permettant de voir Jabba s'amuser pour la première fois et d'instaurer plus de sympathie pour lui dans l'esprit du spectateur. Juste avant de mettre à mort une esclave, comme ça, pour le fun! Et l'esclave en question, c'était Uhura, une danseuse Twi'lek interprétée à l'époque par une véritable danseuse professionnelle, la britannique Femi Taylor, à l'époque âgée de seulement 22 ans. Femi Taylor, qui sera d'ailleurs la seule et unique actrice à reprendre son rôle pour l'édition spéciale. Les équipes de Lucasfilm avaient en effet réussi à la retrouver en 1995 pour qu'elle tourne de nouveaux plans dans le film, mais à la condition qu'elle rentre encore dans son costume d'origine sans devoir y apporter d'ajustement. Aussi incroyable que ça puisse paraître, c'était encore le cas et même Femi Taylor n'y croyait pas à l'époque. So they flew me over to San Francisco and there was my costume 14 years ago. Shoes, everything, the leku, the one piece. It was so bizarre. I just climbed back into it. I was 22 when I did the role, and then when I think I was at 34, 35 when they asked me back. It was a real privilege to be the only actress to be asked back in such a, a phenomena. And even I couldn't tell the difference, what was the difference between when I saw it. Après, pour ce qui est de Jedi Rocks, 2 nouveaux personnages entièrement générés en images de synthèse avaient été créés spécialement pour l'occasion, mais uniquement basés sur des marionnettes créées à l'origine pour le film de 1983. La chanteuse, Sice Noodles, bien sûr, mais aussi un Yozum nommé Joe Yoza, visible ici lors du tournage en 1982, mais qui n'apparaissait que dans la pénombre dans le film final de 1983. Autant dire qu'il s'agissait donc là d'un tout nouveau personnage pour les spectateurs en 1997 et un extrêmement bien animé pour l'époque qui plus est, compte tenu du fait qu'il n'y avait pas de motion capture utilisée pour l'un comme pour l'autre. Un excellent test qui servira notamment d'entraînement pour l'animation du visage de Jar Jar Binks dans l'épisode 1 de Star Wars. On dénote également 2 caractéristiques techniques encore alors assez novatrices, la fourrure pour Joe Yoza qui avait fait ses premiers pas sur le tigre à dents de sabre dans The Flintstones en 1994 et la simulation de vêtements qui demandait à l'époque un temps de rendu assez monstrueux. Rien que pour les débuts du film Final Fantasy en 1998, il fallait 2 secondes complètes par vêtement par image. Je vous laisse donc imaginer la chose pour une scène calculée en 1996. Sauf que voilà, il y avait tout de même 2 gros problèmes techniques inhérents à l'image de synthèse de l'époque et qui sautent encore plus aux yeux des spectateurs d'aujourd'hui. Le motion blur et la résolution de rendu vidéo. Je ne l'avais pas évoqué jusqu'ici, mais l'image de synthèse des différentes créatures de l'édition spéciale abusait tout à outrance d'un flou de mouvement, un motion blur qui était surtout utilisé à l'époque comme parade à la faible résolution de rendu utilisée par ILM, inférieure à la norme 2K. Et sur le Blu-ray,
ouais, ça pardonne pas. Sachant que Jedi Rocks tentait à l'époque de marier personnages réels et virtuels, cette scène n'en est devenue que plus grossière au fur et à mesure du temps qui passait, n'ayant en effet jamais bénéficié du même traitement que le modèle 3D de Jabba mis à jour à l'occasion du passage du laserdisc au DVD. Sans oublier le fait que la nouvelle chanson casse toujours autant le rythme. Mais en dehors de cela, l'édition spéciale du Retour du Jedi permettra aussi d'ajouter quelques nouveaux plans plutôt bienvenus à l'image des scènes de liesse suite à la mort de l'empereur. Enfin, vu ce qui arrive dans l'épisode 7, les réjouissances ont pas dû durer très longtemps. Notons aussi l'ajout, comme pour un nouvel espoir, du fameux Praxis Effect lors de la destruction de l'étoile de la mort, un effet qui avait été créé par ILM en 1991 pour les besoins de Star Trek 6. George Lucas continuera ses révisions avec l'édition DVD de 2004, à commencer par les sourcils de Sebastian Shaw, l'acteur qui joue Darth Vader au moment où Luke Skywalker lui retire son casque à la toute fin du film. Nous étions alors près d'un an avant la sortie de La Revanche des Sith dans les salles obscures, et c'est dans un souci de continuité que George Lucas s'était mis en tête d'ajouter de nouveaux changements au Retour du Jedi. Considérant le fait qu'Anakin Skywalker allait être brûlé au 28e degré sur Mustafar après son affrontement avec Obi-Wan Kenobi, il semblait en effet totalement logique d'effacer numériquement les sourcils de celui qui le jouait au crépuscule de sa vie dans l'épisode 6 de la franchise. Totalement logique. Mais du coup, ça nous laisse avec un léger problème pour l'épisode 4. Car dans l'épisode 4, le masque de Darth Vader avait des optiques différentes de celles visibles à partir de l'Empire contre-attaque, et pas des moindres, puisqu'elles étaient rouges, transparentes. Vous le sentez venir ? À cause de cela, de nombreux plans du film permettent de voir très clairement une partie du visage de l'acteur, David Prowse, et plus particulièrement ses yeux et ses sourcils. Comme je l'ai dit, totalement logique pour le Retour du Jedi. Mais alors, fallait aller au bout du raisonnement et aussi l'enlever pour un nouvel espoir, hein ? Bon allez, on passe à un autre ajout. Toujours dans un souci de continuité, George Lucas avait profité de la ressortie DVD de 2004 pour changer autre chose sur l'acteur Sebastian Shaw, à la toute fin du Retour du Jedi, sa tête. Bonjour Hayden Christensen. On ne va pas rentrer ici dans les folles théories sur ce qui fait d'un Jedi un Sith ou encore sur la rédemption de l'âme pécheresse après 30 ans de massacre en tout genre. Non, on va se concentrer sur l'aspect technique de ce rajout. En fait, non, on va directement passer à ce qu'ils ont rajouté dans l'édition Blu-ray de 2011. Bien ? Je crois qu'on va passer à la conclusion. Ouais. Je crois que c'est bien ça, faire une conclusion. En tout et pour tout, l'édition spéciale de la trilogie Star Wars ressortie en 1997 aura coûté 15 millions de dollars. 10 pour un nouvel espoir, 2,5 pour l'Empire contre-attaque et encore 2,5 millions pour le Retour du Jedi. 10 millions au passage, c'est ce que le premier Star Wars avait coûté en 1977. Et dans une interview accordée en mars 1996 au magazine Cinefex, George Lucas s'était vu poser la question d'un éventuel ressentiment des fans à son égard pour avoir osé retoucher un classique. À cela, le père de la saga avait tout simplement répondu qu'il s'agissait là de son classique et qu'il n'avait jamais atteint le résultat qu'il escomptait alors. L'édition spéciale de la trilogie Star Wars était ainsi son moyen de montrer au monde exactement ce qu'il recherchait à l'époque, le véritable résultat visuel qu'il escomptait. Avec cette réponse, vieille de maintenant près de 20 ans au moment où cet épisode de CGM est mis en ligne, on comprend aisément pourquoi George Lucas n'a jamais vraiment voulu donner la possibilité aux fans de revoir les films tels que les plus vieux d'entre eux les avaient connus entre 1977 et 1983. Il y aura bien sûr eu les versions limitées des DVD en 2006 pour essayer de répondre à cette attente, sauf qu'il s'agissait alors du même transfert que pour les versions Laserdisc sorties en 1993. Et le problème, c'est que le format utilisait alors d'immenses bandes noires pour simuler une image en cinémascope, ce qui passait encore sur des télévisions au format 4/3, mais beaucoup moins sur du 16/9. Sans parler de la qualité vidéo, aux antipodes des standards THX, pourtant si chers à George Lucas. Pourtant, si l'on se penche sur le sujet, la trilogie Star Wars originale n'est pas la seule dans l'histoire du cinéma à avoir connu des versions remaniées. Oh non, on citera ainsi bien volontiers Blade Runner, la quadrilogie Alien, Terminator 2, Lawrence d'Arabie, mais aussi Heaven's Gate, Apocalypse Now Redux, Superman 2, les deux trilogies du Seigneur des Anneaux et du Hobbit, E.T. en 2002 pour le 20e anniversaire également. La trilogie Star Wars est donc loin d'être un cas isolé en la matière, mais son immense succès populaire a fait que les fans l'ont petit à petit érigé en véritable objet de culte, une saga relevant même carrément du domaine du sacré. Même des religions basées sur Star Wars existent. Ainsi,
Ainsi, définitivement, satisfaire tous les fans de Star Wars apparaît aujourd'hui comme un monstrueux casse-tête qui risque malheureusement de ne pas s'arranger avec les épisodes 7, 8 et 9. Disney, à présent à la tête de Lucasfilm, ayant en effet choisi de continuer l'aventure sans prendre en compte l'univers étendu, ni même l'avis de George Lucas pour ses suites. Reste une saga sans laquelle les effets spéciaux et tout spécialement l'image de synthèse, le cœur de cette émission, n'auraient très certainement jamais atteint ce niveau de maestria aujourd'hui. Rendez-vous compte qu'en presque 40 ans de Star Wars, nous serons passés de la 3D en fil de fer aux personnages réalistes, de vaisseaux tests à d'épiques X-Wing ou encore d'intenses combats aériens qui sauront une fois encore nous laisser à bout de souffle pendant de longues années. Voilà. Maintenant, Disney, vous nous pondez une édition Star Wars aussi complète que Blade Runner, avec toutes les versions possibles et imaginables jamais sorties, et on n'en parle plus. Sérieux. Bon. Et en attendant, dans le prochain épisode de CGM, nous parlerons des tout premiers films français à utiliser de l'image de synthèse avec l'Unique de Jérôme Diamant-Berger, évoqué dans l'épisode 4 de CGM, et Terminus de Pierre-William Glenn, sortis respectivement en 1986 et 1987. Pour finir, comme toujours, pour suivre CGM, je vous renvoie aux pages Facebook et Twitter, au site internet gorkamnitrix.com, mais aussi à Tipeee pour soutenir l'émission grâce à vos dons. N'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous et surtout à me laisser vos commentaires. Car, après tout, The Force will be with you, always.